Bien, merci à tous d'être à ce rendez-vous. La souveraineté alimentaire peut-elle se passer de pesticides? C'est le sujet que nous avons choisi de traiter. Alors, il y a deux aspects. Il y a la question de la souveraineté alimentaire qui a été un des axes de discussion de la campagne présidentielle, qui d'ailleurs, à mon sens, le sera encore et pour longtemps, en raison notamment des problématiques franco-françaises, européennes, mais aussi parce que la guerre en Ukraine nous rappelle que nous sommes dépendants pour un certain nombre de productions, des importations. Ce matin, j'évoquais les activités à la télévision, la panne d'huile de friture euh, qui pose des problèmes au secteur de la restauration, mais aussi à la grande distribution. Alors, on a d'un côté donc la volonté de servir la souveraineté alimentaire. Tout le monde a conçu que, clairement, en tout cas, et l'a exprimé comme ça, que la souveraineté alimentaire, c'est la base de la pyramide des besoins. Commencer par remplir son assiette et remplir l'assiette de la génération qui vient. Alors, de l'autre côté, des objectifs qui sont des objectifs d'environnement, réduire la part des pesticides de 20%. Et au demeurant, on dispose aujourd'hui de chiffres. Souvent, on évoque ces questions de façon un peu fumeuse. Là, on a des chiffres assez précis, notamment des travaux indépendants de l'université de Kiel en Allemagne ou de Wageningen aux Pays-Bas, qui montrent que les objectifs environnementalistes, on va les appeler comme ça pour faire simple, annoncent une décroissance des volumes produits en Europe. Toujours dans l'actualité, je le pose là pour qu'on l'évoque, la Commission européenne doit annoncer au mois de juin prochain, le 23, un projet de règlement sur l'utilisation des pesticides avec des objectifs chiffrés à 50% d'ici à 2030. On aura l'occasion de donner des détails. Est-ce que ces objectifs sont compatibles avec l'ambition politique qui est celle de la souveraineté alimentaire? Pour répondre à cette question et à toutes les autres, Jean-Paul Borde, directeur général de l'ACTA, c'est écrit derrière vous. Monsieur Borde, c'est très simple. Les instituts techniques agricoles, on le voit très bien. Arnaud Rousseau, qui nous a rejoint, président de la Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux. Yves Damécourt, bonjour à tous. Yves Damécourt, viticulteur entre le joli département de la Dordogne et celui de la Gironde, c'est bien ça, Yves? Oui. Jocelyn de Saint-Raymond, qui a basculé de la pomme à la bière. Jocelyn est porte-parole du collectif Sauvons les fruits et légumes de France. Et puis Jean-Marc Pétat, qui est un des dirigeants de BASF France Division Agro. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. On va peut-être commencer par une question toute simple avec vous, Jean-Paul Borde. Quels sont les axes aujourd'hui, pour documenter notre débat, c'est un peu l'enjeu de cette rencontre ce matin, quels sont les axes de recherche pour réduire les phytos? La question est simple, paraît basique, mais j'aimerais qu'on commence par répondre à celle-ci. Oui, merci. En fait, oui, on travaille sur plusieurs axes pour essayer de trouver des alternatives à la protection actuelle des cultures. Alors, peut-être juste avant de les énumérer, il faut quand même avoir en tête que une des difficultés de la recherche aujourd'hui, c'est de poursuivre plusieurs objectifs en même temps. Et ça, c'est une grande difficulté. Bon, il y a la question des alternatives à la protection des cultures, mais il y a aussi le changement climatique, la biodiversité, neutralité carbone. Ça, c'est un élément de complexité important. Deuxième chose, il y a une réduction déjà de l'offre de produits phytosanitaires, de produits phytopharmaceutiques, qui est un processus qui existe depuis plus de 10 ans. Vous voyez, en 2008, j'ai retrouvé mes chiffres, on avait 425 substances actives. Aujourd'hui, on n'a plus que 325, on a donc perdu 25%. Donc, il y a déjà une réduction de l'offre sur la protection habituelle. Et donc, du coup… Et il y a la réduction des molécules, et puis est-ce que ça s'accompagne d'une réduction des fonctions? Alors oui, ça s'accompagne de la réduction des fonctions, parce que plus on réduit la boîte à pharmacie, et plus on va trouver des cas dans lesquels on est en difficulté. On a rencontré ça avec, par exemple, le puceron vert de la betterave, mais il y a aussi la carotte de créance, etc. Et on commence à rencontrer aujourd'hui des productions qui sont en difficulté parce qu'elles n'ont plus de solution conventionnelle pour protéger les cultures. Je vous interromps parce qu'à chaque fois, il y a un peu de curiosité. Quelle production, par exemple?
Oh ben, on va rencontrer ça de plus en plus. Alors, Arnaud pourra sans doute donner quelques illustrations, mais dans les cultures d'oléagineux, par exemple, il y a des situations où on a des difficultés aujourd'hui à maîtriser, par exemple, des insectes, des ravageurs, etc. Bon, on se trouve dans des situations sans solution. Sur le topin, par exemple, qui est un ravageur qui touche plein de cultures, aujourd'hui, on n'a plus on va dire, de solutions satisfaisantes. Parce que des solutions, on peut en trouver, hein, y compris même homologuées. Mais la question, c'est de savoir si elles sont satisfaisantes. Alors, du coup, juste pour terminer là-dessus, en contrepartie de tout ça, les ravageurs et les parasites, eux, ils ne vont pas arrêter de travailler. Hein. C'est plutôt le contraire. Moi, j'ai retrouvé là une publication là, de la Société nationale d'horticulture de France. Entre 2000 et 2014, on a eu 116 espèces supplémentaires d'insectes. Et les anciens, ils ne disparaissent pas, hein, ils restent. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une pression parasitaire. Hein. Bon, là, j'ai pris l'exemple des insectes en horticulture, mais vous avez des organismes qui suivent ça, qui va augmenter. Voilà. Ouais. Et alors, pour travailler là-dessus, donc évidemment, la recherche, je travaille depuis plusieurs années sur la recherche d'alternatives. Il y a plusieurs axes. Il y a l'axe de l'agronomie. Ça, c'est un axe qui est très ancien. Hein. On sait très bien que les pratiques agronomiques peuvent avoir une incidence sur le développement de certains bioagresseurs, de maladies, etc. Bon, c'est un moyen relativement faible, hein, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à atténuer le développement des parasites, mais on ne les élimine pas avec l'agronomie. Donc, c'est un point important, mais il faut. Alors, par un exemple précis, c'est l'ajustement des dates de semis. Dans les grandes cultures, ça peut permettre, dans certains cas, non pas de supprimer certaines maladies, mais de les atténuer fortement. Voilà. Après, il y a l'axe du biocontrôle. Alors ça, c'est un axe franco-français qui a été initié il y a déjà quelques années. C'est l'idée d'aller rechercher des substances et des produits qui ne sont pas directement des biocides, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément directement tuer le parasite, quoique, il peut y en avoir certains, mais c'est plutôt des moyens détournés qui renforcent, par exemple, ou stimulent les défenses des plantes, ou qui vont chercher ce qu'on appelle des auxiliaires, c'est-à-dire des ravageurs qui mangent les ravageurs des cultures. Et ça, c'est un axe qui se développe, hein, ce n'est pas anodin. Il y a aujourd'hui 188 substances de biocontrôle qui sont homologuées en 2021, hein, ce n'est pas rien. Et ça représente aujourd'hui 12% des parts de marché en 2020, et c'est en forte croissance. Voilà. Donc, c'est une voie intéressante. Alors, on n'a pas la même garantie d'efficacité qu'avec les produits conventionnels, mais c'est quelque chose qui se développe. Et donc, les instituts que nous sommes et les organismes de recherche testons ces nouvelles solutions. Alors, une question à ce sujet. Est-ce que l'interdiction de produits qui étaient sur le marché jusqu'à présent stimule la recherche? Est-ce qu'on est dans un monde un peu darwinien? Vous avez une contrainte, c'est parce qu'il y a une contrainte qu'on est obligé d'innover. Est-ce que c'est stimulant pour l'innovation? Alors, je vais répondre oui et non. Est-ce que c'est stimulant? Oui, parce que quand on a un problème, évidemment, on nous sollicite et puis on nous demande d'activer nos moyens pour essayer de trouver des solutions. C'est un fait. Bon. On n'a pas commencé à chercher des solutions depuis qu'on s'intéresse au sujet. On a commencé bien avant, mais ça se renforce, c'est évident. Est-ce qu'on va trouver? Ça, c'est pas sûr. C'est pas parce qu'on décrète, c'est pas parce qu'on dit tiens, on va forcément trouver de nouvelles solutions, il n'y a qu'à déjà supprimer ce que l'on a, ça, c'est pas sûr qu'on trouve. Hein. Il y a des fois où ça marche, et je cite, mais alors ça marche lorsque les solutions préexistent déjà. Il suffit, en fait, de les renforcer, etc., d'accompagner. Mais quand la solution n'existe pas, qu'il faut la trouver, ce n'est pas en supprimant ce qui existe et qui est disponible qu'on se donne une garantie de trouver une alternative. D'accord. Alors, bon, je précise Alors, sur agronomie, la forme. Oui, non, je vous en prie. Donc, on disait agronomie, biocontrôle, génétique aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est quand même une voie. Alors, c'est un bon sujet qu'on va évoquer. Je précise simplement à chacun que vous pouvez évidemment à chaque fois lever la main, c'est la règle des webinaires, comme on est éloignés les uns des autres, levez la main quand vous souhaitez interagir. D'ailleurs, il est plus
sans doute plus judicieux de vous laisser interagir que de vous donner la parole successivement. Arnaud Rousseau, président de la Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux, dans un entretien au Figaro il n'y a pas très longtemps, le débat qu'on évoque là est un débat de politique générale, vous avez milité pour une troisième voie. C'est vrai que le débat est un peu, j'allais dire piégé, mais binaire en tout cas, et peut-être d'ailleurs piégé parce que binaire. D'un côté, on aurait défenseurs d'un modèle productiviste, de l'autre côté, ceux qui prétendent lutter contre le productivisme, sans dire d'ailleurs à chaque fois quel est le contenu, quels sont les enjeux. Quel est ce troisième modèle? Oui, effectivement, moi, j'ai redit ce qui me paraît être le bon sens, c'est-à-dire qu'on a extrémisé le débat sur ces sujets qui sont éminemment complexes, avec d'un côté, finalement, ceux qui seraient des vilains productivistes et qui n'auraient de cesse que l'appât du gain, et de l'autre, des gens qui seraient les turiféraires d'une écologie parfaite avec simplement la volonté de l'intérêt général. Moi, je trouve que cette approche très manichéenne ne reflète pas ce qu'est la complexité de l'enjeu. Et donc, effectivement, l'idée qu'on puisse à la fois se préoccuper des sujets environnementaux, et encore une fois, il me semble que les agriculteurs et que le monde agricole est aux premières loges sur ce sujet, et de toute façon, quoi qu'on en dise, une constante, et ni le conflit en Ukraine, ni les différentes problématiques de géostratégie qu'on vit en ce moment ne remettent en cause le constat d'un dérèglement climatique que vivent les agriculteurs au quotidien sur leurs exploitations, et de l'autre, la nécessité de continuer à produire pour répondre aux enjeux de démographie qui, là aussi, quoi qu'on en pense, ne sont plus à discuter. L'augmentation de la population sur le continent africain, l'augmentation de la population est asiatique, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Donc, ça, une fois qu'on accepte de regarder les choses de manière assez pragmatique, quelle est finalement cette voie de crête qui nous permet de répondre à l'enjeu de produire durablement, de produire des aliments de qualité et en même temps de protéger l'environnement. Et donc, c'est ça qu'on porte, et ça s'appuie finalement sur quelques sujets assez simples. Alors, évidemment, la souveraineté alimentaire, on en a parlé, et j'ai redit dans l'article dont vous faites écho que la souveraineté alimentaire, ce n'est pas l'autarcie, voilà, c'est pas le... Attention, oui, la souveraineté, c'est peut-être qu'il faut en donner une définition, je vous donne la mienne et puis vous complétez. Pour moi, d'abord, c'est choisir ses dépendances, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est produire à des conditions de prix acceptables par les consommateurs et à des conditions de revenus acceptables par les producteurs. Quand on est capable d'aligner tous ces objectifs, on peut dire qu'on a déjà un élément constitutif de la souveraineté alimentaire. Alors moi, je partage ça. J'y ajouterais peut-être, si vous m'autorisez, le sujet aussi de la vision géopolitique, parce qu'on peut effectivement choisir en France ou en Europe ses dépendances. On peut choisir aussi le modèle acceptable pour le consommateur et pour le producteur, mais on a quand même aussi un certain nombre d'effets de tectonique, si je puis dire. Et demain, un accident alimentaire majeur avec des impacts sur le Maghreb, par exemple, ou sur l'Égypte et la Libye, aurait, quoi qu'on ait dit sur les 3 points que vous avez abordés de la souveraineté, des effets collatéraux évidents. Et donc, moi, je trouve aussi qu'il y a un aspect géographique à prendre en compte dans le sujet de la souveraineté. C'est la raison pour laquelle je précisais que ça n'est pas l'autarcie, ça n'est pas non plus l'indépendance, parce qu'on sait très bien qu'on aura besoin de continuer à échanger, mais c'est un savant équilibre de prise en compte aussi de ceux qui nous entourent, et notamment, je l'ai signifié, de ce qui se passe sur le pourtour méditerranéen. Et alors, les réponses, parce que... Allez-y, finissez, je vous en prie. Non, mais je disais, les réponses pour atteindre cette troisième voie, c'est finalement, et Jean-Paul Borde en a décrit les ressorts, c'est comment on s'appuie sur la recherche et l'innovation, comment on est capable de se donner une trajectoire et un pas de temps crédible, parce qu'on sait très bien qu'en termes de R&D, en termes d'innovation, on ne peut pas être dans le temps politique de la réponse à l'échelle du prochain vote ou de la prochaine mandature. On a besoin de se donner le temps et une forme de constance dans les politiques publiques, parce qu'il faut aussi donner confiance dans ceux qui vont investir massivement pour que, quelque part, on obtienne du résultat. C'est notre intérêt collectif d'obtenir du résultat, pas simplement celui des producteurs, c'est aussi celui des consommateurs, c'est aussi celui de notre pays, de l'Europe, d'être capable de répondre à ces enjeux.
Et pour ça, il faut sortir, encore une fois, d'une forme de manichéisme ou de position, de guerre de position. Il faut qu'on soit à la manœuvre. Encore faut-il qu'on en ait les moyens. Voilà, et peut-être aussi sortir du en même temps. Je m'explique. On peut avoir des objectifs multiples. Les politiques publiques, elles ont des objectifs parfois multiples. Mais il y a aussi une hiérarchie des objectifs. Question que je pose, tiens, dans l'ordre, à Yves Damécourt, pour commencer, Jean-Marc Pétat et Jocelyn de Saint-Raymond, est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans votre activité, dans vos métiers, vous avez une conscience claire de la hiérarchie des objectifs des politiques publiques? Il y a un objectif central. Est-ce qu'il est clairement identifié? Non, il n'est pas clairement identifié parce qu'en fait, on mélange tous les sujets. C'est les objectifs dont parlait Jean-Paul Beurbe tout à l'heure. Si l'objectif, c'est d'agir rapidement sur le changement climatique, si c'est la priorité, il y a des choix qui sont faits aujourd'hui par le gouvernement français qui ne sont pas les bons choix, puisqu'en fait, ils obligent l'agriculteur, le viticulteur que je suis, à avoir recours plus aux énergies fossiles qu'avant, notamment dans le cadre du désherbage de la vigne, dont on ne peut pas se passer. Donc, oui, il y a des choses qui sont… En fait, on mélange beaucoup de sujets. Voilà. Et si l'objectif premier, c'est la biodiversité, ben, on n'aura pas les mêmes choix que si c'est le changement climatique. Et si l'objectif, c'est la réduction des doses, on n'aura pas les mêmes décisions que celles qui sont prises actuellement. En fait, cet objectif de réduction de 50%, ça n'a pas tellement de sens. D'ailleurs, vous verrez qu'à chaque année, quand on a le bilan, les écologistes crient à U et à dia qu'on n'a pas respecté les objectifs. Parce que les tonnages de pesticides utilisés en France ont tendance à augmenter au fur et à mesure qu'on a de la conversion biologique des exploitations, notamment en viticulture. Je rappelle que la viticulture, c'est 35% des usages des produits phytosanitaires en France. Et donc, plus on va avoir de conversion au bio en viticulture, plus on va utiliser de cuivre et de soufre. Or, c'est le pesticide le plus lourd du marché. Et donc, si vous regardez comme seul indice les tonnages, eh bien, vous allez voir que les tonnages augmentent. Et donc, chaque année, quand on donne les résultats, les écolos disent « Ouais, on ne respecte pas les objectifs ». Ben oui, mais sauf qu'en Gironde, c'est très clair et la direction de l'agriculture et de la forêt le sait pertinemment, même si ce n'est pas facile de communiquer là-dessus. Si les tonnages augmentent, c'est à cause de la conversion biologique. L'agriculture biologique, c'est une solution, c'est une des solutions, mais ce n'est pas la seule solution. Alors, mais il ne faut pas que l'agriculture biologique devienne un égoïsme, en fait. Il ne faut pas que l'écologie devienne un égoïsme. Si on replace tout ça dans un système international, parce que l'atmosphère, c'est quelque chose qui est partagé par tous, l'eau des océans, c'est quelque chose qui est partagé par tous, et donc les actions qu'on doit mener doivent être partout. Et aujourd'hui, la plus grande concurrente de la souveraineté alimentaire, c'est la souveraineté énergétique. Quand vous voyez le nord de l'Allemagne, qui a consacré 60% de ses surfaces agricoles à produire du maïs, qui va être méthanisé pour produire de la chaleur et du gaz, eh bien, aujourd'hui, clairement, en Allemagne, avec l'abandon du nucléaire, eh bien, la souveraineté énergétique vient en concurrence frontale avec la souveraineté alimentaire. Votre commentaire, Jean-Marc Pétat, sur cette idée de hiérarchie des objectifs, est-ce que pour vous, c'est clair, vous, industriels, est-ce que l'objectif des objectifs, il est clair? Je pense qu'on a finalement deux exemples de pays qui se sont fixés des objectifs de réduction très ambitieux de produits phytosanitaires, la France et le Danemark. Et c'était principalement des objectifs de moyens sans effectivement tenir compte des objectifs de résultats. Donc, je pense qu'on va revenir sur le cas de la France dans quelques minutes, mais si on revient sur l'exemple du Danemark, c'est un exemple qui a souvent été, un pays qui a souvent été mis en avant par les associations écologistes françaises comme l'exemple d'un pays à suivre. Et les derniers résultats qu'on a provenant du Danemark montrent que l'objectif de réduction des produits phytosanitaires aboutit à une double impasse. Donc, ils sont passés par la surtaxation. Alors, ça, il faut qu'on explique le contenu. En fait, c'est un plan de réduction des phytos avec des taxes dissuasives. Exactement. Ils ont fait le choix de la surtaxation des produits phytosanitaires en disant ça va être un frein à leur utilisation par les agriculteurs. En fait, on l'a dit tout à l'heure, les parasites, eux, ils n'attendent pas que les gouvernements décident de ce qui est bon ou pas bon. Les parasites, ils sont là, et donc les agriculteurs danois, ils ont dû, pour protéger leur culture, protéger la qualité de leur culture, utiliser des produits phytosanitaires
en essayant de choisir les moins chers, donc souvent des molécules génériques. Et donc, on a eu finalement une réduction du nombre de molécules utilisées par les agriculteurs, avec un double effet, l'apparition de nouvelles résistances, donc des impasses techniques, et puis une diminution finalement de la compétitivité des revenus des agriculteurs, puisque le prix des intrants était vraiment massivement surtaxé. Donc, on a une augmentation des volumes, puisque augmentation de molécules génériques avec des gros tonnages, et puis une diminution de la compétitivité des agriculteurs danois. Donc, c'est un échec. Voilà. Donc, on montre bien que, quelle que soit la manière, quand les structures administratives fixent des objectifs théoriques, sans tenir compte des contraintes des agriculteurs, sans tenir compte de la R&D, et tout à l'heure, vous parliez de Farm to Fork, eh ben, on aboutit à un impact. Les estimations aujourd'hui de Farm to Fork montrent une chute de la production agricole en Europe, ce qui est une hérésie par rapport au contexte de crise alimentaire qu'on va connaître dans les mois et les années qui viennent. Jocelyn Sarraimond, est-ce qu'il faut se fixer des objectifs de production? Est-ce que ça doit être, dans la période qu'on vient de traverser, que Jean-Marc décrit, un contexte international tendu, des incertitudes en matière d'approvisionnement, des limites chez nous en matière de production, est-ce qu'il faut d'abord, au titre de la souveraineté alimentaire, parce que c'est l'objet de nos échanges, se fixer des objectifs de production? Je pense que c'est une des difficultés aujourd'hui, c'est quand même que depuis maintenant presque, on va dire depuis 2008, mais c'était déjà le cas avant, nous n'avons jamais eu une politique agricole générale qui fixait des objectifs de production. C'est-à-dire que l'objectif prioritaire, ça a été la protection de la biodiversité, ça a été la sortie des pesticides, ça a été éco-phyto et donc ces objectifs quantitatifs, sans se soucier de la question de la capacité à produire et avec une certaine forme d'ésotérisme qui était de dire, bon, finalement, les fameux équilibres naturels vont faire le job à la place de la médecine allopathique de l'agriculture conventionnelle. Moi, je fais un parallèle peut-être osé, certains ne l'apprécieront peut-être pas, mais la particularité d'un producteur agricole, d'un exploitant, c'est qu'il soigne une population, il ne soigne pas un individu. Quand il va protéger une parcelle de blé, quand il va protéger une parcelle de vigne ou un verger, c'est des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'individus qui sont protégés. Et donc, l'approche de la protection des plantes, c'est une approche dans son environnement où on va protéger une population. Et pour protéger une population, on l'a bien vu là avec le Covid, on a la nécessité de pouvoir avoir accès à des outils assez diversifiés, donc des outils simples qu'on connaît, qu'on peut utiliser en routine de manière régulière, et des outils qui peuvent être plus extrêmes avec un levier qui est le principe de précaution aujourd'hui, qui est très utilisé par un certain nombre de militants écologistes pour dire il faut sortir des pesticides par principe de précaution. On voit bien que face à la pandémie, nous avons été très très vite sur l'homologation de vaccins, parce que finalement, le principe de précaution, c'était peut-être de ne pas laisser la population mourir, de ne pas laisser les services sanitaires des pays concernés s'engorger. Et donc, on a pris des décisions qui sont très antagonistes de ce qu'on prend en agriculture aujourd'hui. Et je pense que je vais rejoindre Arnaud Rousseau peut-être sur la notion de la troisième voie. On a aujourd'hui un débat qui est cristallisé en agriculture, peut-être parce que c'est assez facile pour l'ensemble de nos dirigeants politiques de dire « vous allez voir ce que vous allez voir, en agriculture, on va y arriver ». Ça semble simple, la nature semble amicale, sauf que la réalité d'une production agricole, c'est que c'est une extrême complexité. Mais vous n'avez pas l'impression, les uns et les autres, que ça a produit un électrochoc, là, ce conflit en Ukraine? On a décrit en long, en large et en travers les conséquences que ça pouvait avoir. Russie plus Ukraine égale, je crois, 4e ou 5e exportateur de céréales. On voit qu'il va en manquer. Je crois que c'est l'un d'entre vous qui évoquait tout à l'heure les tensions, Arnaud, les tensions autour de la Méditerranée. On n'est pas sorti un peu, la guerre là nous a pas aidé à sortir de cette logique je pense malheureusement que environnementaliste. D'autres peut-être qui connaissent mieux les équilibres sur les marchés, notamment céréales ou oléoprotéagineux, mais
Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nos politiques ou les militants écologistes n'arrivent pas à sortir de cette logique-là parce qu'ils n'ont pas de plan B. Est-ce qu'ils font l'opinion, franchement? La troisième voie, qui est justement de dire notre intérêt, c'est d'avoir une production qui soit écologique, responsable, mais tout en s'autorisant à permettre d'avoir et ainsi de suite. Jocelyn, je vous interromps. 4,70% le candidat écologiste à l'élection présidentielle. On n'est pas en train de survaloriser ce discours. Évidemment, on l'entend beaucoup dans les médias. Mais attendez, moi, j'entends parler du climat, du réchauffement climatique, des problématiques qu'on évoque, la souveraineté alimentaire depuis des mois, des années. Le candidat qui a le vent dans le dos, normalement, autour de toutes ces questions-là, fait moins de 5%. On ne dramatise pas un peu les choses, là? Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier Mélenchon, quand même. Voilà. Oui. Yves D'Amécourt. Moi, je pense qu'il y a eu 3 électrochocs depuis 2 ans. Il y a eu l'électrochoc de la pandémie mondiale, qui, comme ça vient d'être dit, a changé la vision des populations sur la génétique, sur l'ADN, sur l'ARN, autant de gros mots qu'avaient décrété les écologistes. On n'avait plus le droit de parler de génétique. Enfin, c'était en France, qui était un des pays en avance sur tous ces sujets-là. Enfin, on a même un prix Nobel qui a inventé les ciseaux à ADN, qui ne sont autre chose que d'une greffe au niveau des chromosomes, alors qu'avant, on la pratiquait au niveau des plantes. Enfin, tout ça, c'est formidable, c'est fantastique. On sait tout ce que ça peut produire en termes de réduction de pesticides et de souveraineté alimentaire en France et ailleurs. Je redonne l'exemple du riz blond, de l'aubergine que l'on cultive maintenant dans les pays de Centrafrique et qui permet aux villages de se nourrir, etc. Enfin, tout ça, ce sont des exemples merveilleux. Mais malheureusement, on avait en France des médias très infiltrés par l'idéologie écologiste et pas simplement des médias, des administrations aussi infiltrées par des idéologies écologistes. À Saint-Thirier-la-Perche, dans le Limousin, il y a eu des manifestations de villageois parce qu'ils voulaient interdire l'installation d'un verger de pommes Golden AOC en agriculture biologique. Enfin, voilà. Et les gens se plaignaient qu'il y allait avoir trop d'aspersion de bouillie bordelaise. Enfin, tout ça est incroyable. Le premier choc, c'est la crise, la pandémie. Le deuxième choc, c'est la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, elle nous rappelle qu'on n'est pas souverain ni énergétiquement, enfin la France, c'est moins pire que les autres, et que le modèle que promeuvent les écologistes, c'est-à-dire des éoliennes, des panneaux photovoltaïques pour remplacer les centrales nucléaires, ça ne marche pas, avec un peu d'énergie produite à partir du maïs et pour faire du méthane, ça ne marche pas. Et donc, en fait, les écologistes, ils ont fait un très mauvais score à l'élection présidentielle, tout simplement parce que les questions qu'ils posent sont les bonnes, mais les réponses qu'ils apportent sont mauvaises. Et ça a éclaté à leur figure. Et tout le monde, aujourd'hui, si vous faites un sondage au niveau de la population sur l'énergie, sur la souveraineté alimentaire, etc., les gens ont compris un certain nombre de choses. Et puis, ça nous a renvoyé à la figure aussi notre politique étrangère. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on paye... pourquoi est-ce que la Russie est devenue un des premiers producteurs mondiaux de blé? C'est parce que l'Europe a mis en place des vétos successifs, parce qu'en 2020, c'était un nain dans la production de blé. Enfin, je parle devant les spécialistes. Et en 20 ans, la Russie est devenue un gros producteur de blé. On a une question au passage, tiens, de Rémi Dumry qui dit: est-ce que l'opinion est le même indicateur que les suffrages exprimés? Autrement dit, est-ce que la représentation dans l'opinion de ces idées, la critique du productivisme, elle est aussi large que le score du candidat écologiste à l'élection présidentielle? Moi, j'ai tendance à penser que oui. J'ai tendance à penser qu'on survalorise un certain nombre d'opinions. Les Français ont compris que, d'abord, premier point, les plantes comme les hommes ont besoin de se soigner. Deuxième point, dépendre des autres n'est jamais une très bonne idée. Je vais revenir à Arnaud Rousseau sur ces molécules qui peuvent manquer. On a un débat en ce moment sur le colza. On l'évoque beaucoup. Et c'est un élément de notre indépendance, enfin, sous votre contrôle, de notre indépendance, de notre souveraineté alimentaire. Ça sert à faire de l'huile. Il y a des tourteaux pour nourrir le bétail. Et donc, il vous manque aujourd'hui un produit que l'Europe interdit, qui nous pose
la question de savoir si vous allez pouvoir poursuivre votre production. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi il s'agit et pourquoi il y a toujours, en dépit des impasses techniques, cette politique d'interdiction qui vient de l'Europe? Alors, c'est juste, hein, on a besoin du colza comme des oléagineux d'une manière générale en Europe, parce qu'on est globalement très dépendant de la protéine qui vient du continent américain, essentiellement du soja, qui est OGM, alors que nous produisons des tourteaux de protéines qui sont garantis non OGM et qui viennent alimenter un certain nombre de segments de marché souhaités par les consommateurs, même si on observe des évolutions de ce point de vue-là. Et donc le colza a besoin notamment de produits de protection contre les insectes qui viennent forer ou qui viennent piquer les plantes. Et on avait notamment un produit qui s'appelait le Phosmet, hein, le nom de la matière active, Phosmet, qui a été interdit au niveau européen avec un effet actuel et qui sera donc complètement interdit d'utilisation au 1er novembre 2022. Et ce produit était l'un des derniers efficaces sur un certain nombre d'insectes. On avait par ailleurs une doctrine qui avait été portée par le président de la République qui n'était pas d'interdiction sans solution. Et il y a l'idée que on sait bien qu'on a besoin de faire évoluer un certain nombre de produits. D'ailleurs, je le dis, le Phosmet avait quand même un profil toxicologique qui était voilà, pas exceptionnel et qui donc, en termes de santé des utilisateurs, était pas formidable. Donc, l'idée de l'abandonner à terme était plutôt partagée. Mais en revanche, on avait absolument besoin de produits de substitution que nous n'avons pas. Et la décision a été prise au niveau européen de le sortir avant même qu'on ait des solutions de remplacement. Alors, il y a un produit qui fera peut-être l'objet d'une dérogation qui s'appelle le Ciantraliviprol, mais qui n'a pas du tout le même niveau d'efficacité. Peu importe les aspects techniques, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène, encore une fois, à quels sont les moyens qu'on a pour produire et remplir les objectifs attendus, à la fois en termes de production, en termes de qualité, en termes d'attente consommateur, et est-ce qu'on est capable de résoudre cette équation? Et la réponse est non. Qu'est-ce qu'on observe? On observe donc une baisse de la production, globalement à l'échelle européenne, une hausse des importations avec des produits qui ne respectent pour la plupart d'entre eux ni le cahier des charges ni les normes. Et donc on voit bien qu'on est dans un espèce de paradoxe avec une naïveté confondante d'un point de vue européen et une forme de schizophrénie entre d'un côté des attentes justifiées et de l'autre côté l'incapacité à produire. Et donc, quand vous expliquez aux Européens qui prennent ces décisions, la Commission, c'est c'est elle qui a vocation à prendre des décisions, quand vous expliquez qu'il n'y a pas d'alternative, qu'est-ce qu'on vous répond? On nous répond à juste titre, que l'évaluation du produit d'un point de vue toxicologique fait qu'il est bien au-dessus des normes tolérées et que dans ces conditions, on ne saurait accepter plus longtemps qu'il puisse être mis en marché. Quelque part, en tant que consommateur, moi, je peux entendre ce type de remarques. Ce qui me pose problème, c'est qu'on ne soit pas capable de dire on a identifié un certain nombre de produits qui aujourd'hui ne vont plus rentrer dans les clous et on a investi massivement pour trouver des solutions alternatives. Et c'est ça aujourd'hui qui nous pose problème. Je vois Jean-Paul Borde qui opine de la tête. Est-ce qu'il ne faudrait pas précisément dans ces situations, on comprend parfaitement ce que vous dites, Arnaud, la science, après tout, c'est la remise en cause perpétuelle, c'est la contestabilité de ce qui a été démontré, et heureusement d'ailleurs, c'est la réfutabilité, le principe de la science. Donc on peut admettre que tel ou tel produit soit l'objet de critiques, mais est-ce qu'il ne faudrait pas demander, Jean-Paul Borde, en même temps, à ceux qui prennent ces décisions, de ne les prendre qu'au moment où des alternatives vertueuses sont disponibles? Oui, ça serait le bon sens. Et d'ailleurs, ça nous ramène à un petit débat qu'on avait là tout à l'heure, c'est de dire, on confond un petit peu les objectifs et les conséquences. Aujourd'hui, on se fixe des objectifs sur la réduction et on attend que la conséquence, ce soit la stimulation de l'innovation. En fait, ça devrait être le contraire. On devrait se fixer des objectifs d'innovation. Et la conséquence des innovations, c'est que ça devrait permettre de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, on a un problème, enfin un souci et une obligation d'anticipation.
toutes les molécules, il y en a aujourd'hui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 325. On a perdu un quart en 10 ans. Il reste 325 molécules. Ces molécules sont révisées, réévaluées à pas de temps régulier. Et dans le processus de réévaluation, il y a de nouveaux critères qui apparaissent. Pourquoi une molécule qui était homologuée jusque-là ne l'est plus tout d'un coup? C'est parce qu'il y a de nouveaux critères qui apparaissent et on dit, ah ben oui, mais il faut regarder ceci, cela, et donc du coup, elle peut ne pas être réhomologuée. Et donc du coup, ce qu'il faut, nous, que l'on fasse, c'est qu'on anticipe ça, mais très en amont. Il faut qu'on puisse dire, voilà, telle substance, comme l'expliquait Arnaud Rousseau, telle substance pose problème, bon, ben d'accord, donc on dit, dans 5 ans, il faut avoir trouvé des solutions, et on invite la recherche à se focaliser sur ce sujet pour, en 3, 4, 5 ans, essayer de trouver des alternatives. À ce moment-là, le changement s'opère. Voilà. Et ça, on est en train de le faire, nous, aujourd'hui, là, on essaie d'anticiper les choses, mais c'est dommage qu'on n'ait pas pris le sujet dans ce sens dès le départ. Et on se trouve dans une espèce de seringue, là. Non, mais il y a beaucoup de secteurs dans lesquels vous êtes confrontés les uns et les autres à des impasses techniques complètes. Oui. Moi, peut-être, oui, le fruit et légumes a peut-être une particularité, c'est le nombre d'espèces qu'on va couvrir. Et aujourd'hui, il faut savoir que ces usages qu'on appelle orphelins, c'est-à-dire là où nous n'avons plus de solution technique, là où nous sommes en impasse, c'est à peu près 40% de nos usages. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce qu'est un usage, c'est le couple entre un ravageur ou une maladie et un produit phytosanitaire avec une culture. Et aujourd'hui, on a 40% des usages dans la filière fruits et légumes qui sont des usages non pourvus sur lesquels nous n'avons plus de solution technique. Donc, je vais rejoindre ce qui a été dit. Aujourd'hui, on peut comprendre la volonté politique de sortir des produits phytosanitaires qui ont les profils toxicologiques les plus négatifs. Par contre, en sortir sans aucune solution technique en face, ça laisse le producteur totalement seul. Et c'est lui qui doit prendre la responsabilité, parfois même d'avoir des usages hors cadre réglementaire. Et ça, c'est parfaitement inacceptable aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un véritable défaut aujourd'hui à la fois de la stratégie européenne et des approches nationales sur la question des homologations phytosanitaires. On ne doit pas laisser des producteurs sans solution aujourd'hui. Et notre souveraineté alimentaire, elle dépend de notre capacité à produire qualitativement dans le respect de l'environnement et donc de notre capacité à protéger les cultures, ce que nous n'avons plus sur certaines cultures aujourd'hui. Paulin Machon nous écrit « Le débat dans l'opinion publique n'est-il pas biaisé à cause de la polémique autour du glyphosate ?» Et il dit « Il faut vraiment comprendre que le temps de la R&D, c'est minimum 12 ans, 15 d'ailleurs en Europe. » J'imagine que c'est le tropisme, le biais administratif européen, alors que le temps politique, et il a parfaitement raison sur le sujet, c'est 5 ans. C'est vrai qu'on a des politiques qui sont là, enfin le président de la République qui a tous les pouvoirs dans ce pays est là pour 5 ans, et le temps des industriels, le temps de la recherche, il est très largement supérieur. Yves, impasse technique aussi sans solution dans votre activité aussi? Dans la viticulture, on a un problème majeur qui est la maladie du bois, les maladies du bois, donc l'escale, la maladie du bois noir, etc., qui fait en fait mourir les ceps de vigne. On avait une solution il y a 20 ans qui a été interdite. C'était un produit qui avait des soucis, parce que c'était de l'arsénite de soude, donc c'était naturel, mais très, très poison, donc qui a été interdit. Il y avait des solutions techniques qui avaient été trouvées pour avoir avec des panneaux récupérateurs en fait pour asperger le produit et récupérer. En fait, on en utilisait très peu, mais en fait, aujourd'hui, il y a des solutions agronomiques qui sont de changer les modes de taille en fait, mais qui ont un impact très important sur la baisse de la production. Et donc, sur ces sujets-là, aujourd'hui, on n'a pas de solution. Alors, il y a des solutions génétiques, mais dans le cadre des AOC, c'est très compliqué de faire rentrer de nouveaux cépages dans les décrets d'appellation. Et voilà, donc oui, bien sûr, il y a des impasses techniques. La suppression du glyphosate n'a pas dit son dernier mot, parce qu'en viticulture, alors on aura le droit de faire un traitement au glyphosate pour désherber 1 fois par an. Nous, on a anticipé ça, ça fait 3 ans qu'on a arrêté le glyphosate. En fait, quand on arrête le glyphosate, c'est tout le système racinaire de la vigne qui doit se modifier. Et donc ça prend 3 ou 4 ans avant que les radicelles changent leur positionnement parce que leur concurrence n'est plus la même.
Et donc, voilà, donc ça a pas mal de problèmes. Merci. Une question que je vais poser à Jean-Marc Pétat, c'est est-ce que la recherche propose aujourd'hui, au fond c'est le droit fil de nos échanges, là, est-ce que la recherche propose des solutions innovantes pour les agriculteurs? Est-ce que vous avez des exemples d'innovation, par exemple, à nous fournir qui ont apporté des solutions à des problèmes ou à des impasses, d'ailleurs? Je vais revenir, je vais répondre à votre question, puis je vais revenir en même temps également sur le point précédent, sur finalement la complexité de la recherche dans le contexte actuel. Parce que, et donc je prends l'exemple de BASF, on était un acteur, un pure player des produits phytosanitaires jusqu'en 2000, on va dire 2018, et on mettait à peu près 10% de notre chiffre d'affaires dans la R&D produits phytosanitaires, donc pour chercher des molécules avec des profils toxicologiques et écotoxicologiques toujours plus favorables, mais également travailler à réhomologuer nos matières actives, puisqu'effectivement la barre de l'homologation en termes de contraintes augmente. Ça a changé depuis 2019, puisque en 2019, face à ces contraintes, cette pression, notamment en Europe, on est devenu un acteur multiple de l'innovation, puisqu'on est maintenant également dans la recherche de variétés tolérantes aux maladies, résistantes aux aléas climatiques. On est également dans le digital. On accélère également dans le biocontrôle. Et on investit toujours à peu près la même quantité de budget R&D. C'est à peu près maintenant 11% de notre chiffre d'affaires. Donc en masse, c'est plus important. Et ça veut dire qu'on est obligé finalement de dispatcher notre budget R&D dans de multiples sujets. Et c'est cette complexité de la R&D. On a parlé tout à l'heure du patent de la recherche. Ça reste un critère vrai, encore plus vrai. Mais ce qui est un nouveau critère qui affaiblit, on va dire, la recherche, c'est cette multiplicité, cette complexité des différents axes à rechercher. Et donc, je reviendrai tout à l'heure, je reviens sur la remarque que faisait Jean-Paul Borde et Arnaud Rousseau. Pour réussir cette troisième voie, il va falloir qu'on ait un pacte en se disant quelles sont nos priorités et comment est-ce qu'on peut associer recherche privée, recherche publique pour aller plus vite. Et ça, c'est l'enjeu du partenariat, c'est aussi de l'innovation qu'il va falloir qu'on construise, mais je pense qu'on y reviendra dans quelques minutes. Donc, je vais juste revenir, Pascal, effectivement, Perry, sur votre question. Nous, je vais prendre deux exemples d'innovation. Une innovation qui est en train de s'accélérer, mais qu'on a commencé il y a à peu près 20 ans, c'est la confusion sexuelle. Et on a apporté à bout de bras, donc c'est une innovation qu'on a mis au point avec l'INRAE en France il y a une vingtaine d'années, qu'on a porté à bout de bras à une époque où personne ne parlait de biocontrôle en France. On a stagné pendant une quinzaine d'années à 12 000 hectares et il fallait y croire pour continuer ce type d'innovation. Donc maintenant, avec l'appel d'air du biocontrôle en France, ce type de technologie s'est développé. Mais c'est aussi une technologie complexe à utiliser pour les viticulteurs. Ça nécessite de s'associer collectivement avec d'autres viticulteurs. Ça nécessite également des temps de pause. Et puis, ça ne fait pas l'impasse sur l'utilisation d'insecticides, parce que si la méthode de confusion sexuelle, donc voilà, qui trouble la reproduction entre parasites, montre ses limites, et avec le changement climatique, on a de plus en plus de générations de parasites, ça peut montrer ses limites, et bien on a besoin d'un insecticide pour venir au secours à la fin, si jamais cette méthodologie est insuffisante. Et c'est aussi un peu le problème du biocontrôle en ce moment, un peu les limites d'efficacité. Donc ça, c'est une innovation qui existe depuis longtemps, qui se développe. Il y a une deuxième innovation qu'on est en train de lancer en France, qui s'appelle Smart Sprayer, qui est un pulvérisateur intelligent. Là aussi, c'est issu d'un partenariat innovant, une joint venture qu'on a créée entre BASF et l'entreprise Bosch. Bosch qu'on connaît tous pour les moteurs diesel, etc. Et ben Bosch se lance dans l'agriculture et on développe avec Bosch un pulvérisateur intelligent qui permet de détecter les mauvaises herbes par infrarouge et qui potentiellement demain permettra de réduire les doses d'herbicides de 50 à 70%. Je veux dire que cette ambition de réduction des produits phytosanitaires, il n'y a finalement que l'innovation qui va permettre d'atteindre cet objectif, et ce n'est pas un objectif incantatoire. Donc il faut à un moment donné, quand les politiques fixent des objectifs, c'est qu'ils s'assurent, on l'a dit tout à l'heure, que l'innovation est bien dans les cartons. Ça, c'est le premier point, qu'elle existe
qu'elles soient à un prix accessible auprès des agriculteurs. Aujourd'hui, ces pulvérisateurs intelligents, ils coûtent presque 2 fois plus cher que les pulvérisateurs normaux. Donc, qui va payer? Qui va aider les agriculteurs à s'équiper? Et puis, il y a le temps de l'adaptation. Parce que ce n'est pas parce qu'un produit est homologué ou qu'un pulvérisateur a été testé en France et qui montre qu'il marche, qui va être adapté tout de suite. Il y a le temps de l'adaptation pour les agriculteurs qu'il faut que les politiques prennent également en compte. Vous êtes vous-même réorganisé, j'imagine. Est-ce que partout autour de la table, si je puis dire, dans cet échange que nous avons aujourd'hui, est-ce que les filières se sont réorganisées? Comment est-ce qu'elles fonctionnent aujourd'hui avec cette double ambition, alors, ambition récente de la souveraineté alimentaire et puis celle qui consiste à réduire les produits phytosanitaires? Yves Damécourt, dans votre métier, on a produit il n'y a pas très longtemps un joli film sur l'évolution des pratiques et j'ai été très impressionné franchement par les progrès qui ont été accomplis. Est-ce que la filière du vin, grosso modo, elle s'est convertie à cette ambition? Mais pourquoi, au fond, aussi, on aura toujours besoin de médicaments en fait, pour les plantes? Oui. Je pense que si on dit aux Français que désormais, on va fermer les pharmacies et qu'on va laisser les médecins consulter, mais qu'il n'y aura plus de médicaments, ils vont dire « mais comment ça marche ?» quoi. Et voilà. Et donc, en fait, les produits phytosanitaires, ce sont nos médicaments à nous. Et ils ont été inventés au fil du temps par le génie des agriculteurs, des producteurs de molécules, des chercheurs, voilà. Et la recherche agricole et agronomique en France fait partie des plus beaux instituts de recherche, qu'elles soient publiques ou privées, dans le monde, quoi. On a toujours été en avant sur ces sujets-là. En viticulture, oui, il y a une prise de conscience qui a été d'abord du fait du coût des intrants, hein, donc, parce que les produits phytosanitaires, les médicaments et tout ça, c'est cher, c'est comme dans une pharmacie, sauf qu'il c'est pas remboursé par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole, donc c'est une charge importante. Ensuite, ça a été rappelé, il y a un risque aussi avec certaines molécules pour les personnes qui les appliquent sur la vigne, donc, ou des gens qui travaillent dans la vigne. Donc, c'est une prise de conscience aussi qui a été importante dans nos métiers, parce que les produits qui étaient utilisés il y a 30 ans, aujourd'hui, il y a des maladies professionnelles reconnues à cause de l'usage de ces produits, hein, qui ne sont plus aujourd'hui, heureusement, utilisés. Mais il y a aussi une prise de conscience globale sur l'approche système. Et donc, c'est peut-être ça dont vous parlez. Oui, c'est plus l'approche systémique, oui. Voilà, parce que pour pas que l'écologie soit simplement le regard que l'on a sur ce que l'on a dans son assiette ou dans son verre, mais qu'elle soit sur l'impact de nos actions sur le climat, sur la biodiversité, sur la qualité des eaux, etc., et sur l'usage de toutes les ressources naturelles. Et donc, en fait, c'est tout ça qui est important, et c'est là qu'est rentrée la profession, c'est-à-dire essayer d'avoir une approche systémique pour hiérarchiser les problèmes et ne pas avoir des méthodes concurrentielles, en fait. Une agriculture qui permettrait d'améliorer la qualité du vin, mais qui dégraderait le climat, par exemple. Très bien. Suite des témoignages, je vous les lis au passage, puis il y a des questions qui s'adressent à vous. Rémi Dumery, toujours lui, dit « Depuis 3 ans, c'est un témoignage. Depuis 3 ans, j'ai des cultures que je ne peux plus mener jusqu'à la récolte. Une partie est détruite. Colza, blé dur contre les vulpins, betterave détruite par les virus, maïs par les corbeaux. » Et puis, cette question, alors il y avait là aussi quelque chose que je voulais vous lire. Eva Fichet, pour que chacun ait son point de vue. On constate tous qu'il y a une dégradation de l'état sanitaire en termes de bioagresseurs, de plus en plus de résistance. Alors pourquoi ne pas remettre en question notre façon de produire? Alors c'est un peu l'objet de cette rencontre aujourd'hui, hein, c'est de se demander s'il existe d'autres solutions. Et puis, quelle chance, Catherine Verrier nous interroge, quelle chance a-t-on de faire accepter les NBT? C'est la sélection, c'est bien ça, hein? C'est les New Brand Technology, c'est l'application du ciseau à ADN, en fait, dont on parlait tout à l'heure. Dans les pistes de recherche pour apporter de nouveaux axes
réduire les phytos tout en garantissant la production. Tour de table, tiens, Jean-Paul Borde, rapidement sur cette question. Oui, c'est une très bonne question. On peut avoir des ambitions en termes de réduction, par exemple, des produits phytosanitaires, mais à condition qu'on s'en donne les moyens. Et les moyens, en particulier sur la recherche génétique, c'est de se doter des outils qui permettent d'accélérer la création de nouvelles variétés mieux adaptées à tous ces enjeux, parce qu'on parle des enjeux phytosanitaires, mais il y a aussi le changement climatique, etc. Et donc, aujourd'hui, les NBT, c'est une famille de biotechnologies. Là-dedans, il y en a une qui s'appelle l'édition du génome, qui a fait l'objet d'un prix Nobel d'ailleurs, et qui pourrait être intéressante, y compris pour l'approche agroécologique. Parce que demain, si on veut diversifier, par exemple, les cultures, bon, enfin bref, etc., ça veut dire qu'il va falloir travailler sur la création et l'amélioration de nouvelles variétés sur des petites espèces. Oui. Et aujourd'hui, le délai, vous l'avez dit, c'est une dizaine d'années, en gros. Voilà. Si on peut raccourcir ces délais, et nous en avons besoin. Pourquoi nous en avons besoin? Parce que le changement climatique s'accélère. C'est-à-dire que les variétés que nous créons aujourd'hui ne seront peut-être plus adaptées le jour où elles vont sortir, dans 10 ans, parce que le climat ne sera plus le même. Donc, il faut anticiper sur ce que sera le contexte de production dans 10 ans pour commencer les travaux aujourd'hui. Et donc, il faut des outils pour ça qui permettent d'accélérer les processus. Et l'édition du génome en est un. Tour de table, Arnaud Rousseau, sur cette question. Oui, moi, je voudrais peut-être préciser sur le changement des pratiques agricoles. Alors, non seulement on regarde ça de près, mais on le fait. Je voudrais donner 2 exemples très concrets. En colza aujourd'hui, par exemple, l'Institut technique préconise des semis avancés d'une quinzaine de jours depuis les 5 dernières années pour permettre une meilleure implantation au mois d'août et donc d'avoir des colzas plus robustes qui permettent d'utiliser moins d'insecticides à l'automne. Il y a une deuxième technique qui est ce qu'on appelle les plants de compagne, c'est-à-dire qu'on met des légumineuses avec le colza pour permettre de capter en partie, grâce aux nodosités, une partie de l'azote de l'air et pouvoir accompagner la croissance de la plante et tout en ayant, pour certaines d'entre elles, un caractère répulsif sur les insectes. Ce que je veux dire derrière ces 2 exemples très concrets, c'est qu'on n'est pas sourd à la problématique qui est posée et que chaque agriculteur essaye d'expertiser au plus près de son exploitation. Mais moi, il y a un sujet qui me préoccupe, c'est encore une fois la place de la science. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a globalement un niveau en sciences faible. Alors, moi, je regarde ce qui se dit quand on regarde les classements PISA, mais on a plutôt un niveau dans les sciences qui est relativement faible au regard de ce qui se fait ailleurs. On a une approche de la science qui est quand même assez défiante. Alors, je ne reviens pas sur tout ce qui a été d'antivax et autres défiances de cette nature, mais on a quand même un vrai questionnement. Et puis, on a des chercheurs de grande qualité, et vous faisiez écho au prix Nobel, mais Emmanuelle Charpentier, chercheuse française, a fait l'ensemble de sa carrière à l'international. En Allemagne, oui. En Allemagne. Elle déplore de ne pas être capable de développer ses savoirs en France. Et quand vous mettez ça, parce que voilà, moi, je voudrais que derrière les aspects très techniques, on se pose finalement les questions de qu'est-ce qui nous manque pour réussir. Parce qu'on peut se lamenter, on peut dire que ça ne va pas, on peut dire que le pays s'extrémise, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les solutions qu'on peut apporter et quelle est la vision politique qui permet demain, finalement, de redonner de la confiance et de faire que, quelles que soient les opinions des gens, on soit plutôt capable de rapprocher que d'opposer. Et face à ça, on a quand même besoin d'avoir un référentiel commun autour de la science, avec tout ce qu'elle a d'incertain, parce qu'un scientifique vous dira toujours que le fondamental, c'est de douter de son résultat. Ah oui. Enfin, si on n'est pas capable de reconnaître aujourd'hui que la Terre est ronde et qu'on continue à expliquer qu'elle est plate, moi je veux bien, mais on va passer beaucoup de temps et finalement en perdre. Et donc, face à ces histoires de changement, face à l'accompagnement de la recherche, il faut quand même qu'on ait quelques référentiels communs sur la science. Il faut qu'on ait quelques référentiels communs sur l'évaluation de ce qui est fait et qu'on accepte finalement de se projeter avec une trajectoire, encore une fois, qui est adaptée à la réalité de ce qu'est le vivant, quelle que soit sa production, pour qu'on puisse enregistrer des résultats qui sont favorables globalement au climat et à la planète. Et quand le GIEC nous dit les 1,5 degrés, c'est un objectif qu'il faut absolument qu'on respecte, on est dans quelque chose d'extrêmement précis.
Et moi, je ne comprends pas pourquoi on est très précis quand on parle du climat et qu'on n'est pas très précis quand on parle de la production ou des critères d'évaluation. Et dans ces conditions-là, il me semble que si on arrive à remettre un peu de science et de rationalité, on y arrivera. Pour ça, il faut des moyens. Bien sûr. Il faut développer les fondamentaux de la recherche et donner envie à la jeune génération qui est très focalisée sur le sujet du climat. Moi, j'ai regardé ce qui est dit dans les plus jeunes, quelles ont été leurs orientations dans la dernière campagne présidentielle, l'écho qu'a pour eux la question de la planification écologique, mais il faut répondre de manière très concrète et pas dans finalement des propos de tribune ou des coups de menton. Il faut répondre avec des choses très précises. Ce sont très souvent des incantations. Je vais vous citer un chiffre très, très simple. Il y a 5 ans, la France était 190 000 bacheliers scientifiques. 5 ans plus tard, au moment où on se parle, c'est la moitié. C'est souvent des non-scientifiques qui parlent de la science, qui expliquent d'ailleurs, n'est-ce pas, qu'il y a un vrai décalage. Car je prolonge la question, Jean-Marc Pétard. Le gouvernement français n'est-il pas dans c'est une question qui est posée sur le forum, n'est-il pas dans l'incohérence complète par rapport aux objectifs de réduction des phytos en continuant de ne pas autoriser les nouvelles techniques de biotechnologie comme précisément la mutagénèse dirigée? Je pense que si on est optimiste, on va dire que le débat semble être à nouveau ouvert. Voilà, on a souffert pendant plusieurs années effectivement d'une vision très politique autour de cet enjeu qui aurait dû rester dans le domaine de la science. On voit qu'il y a une dérive dans notre pays de sujets scientifiques qui sont soit gérés politiquement, soit gérés au niveau juridique. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on remette la science comme un pilier fort pour ne pas faire d'erreur. Et je pense qu'on a quelques exemples récents qui montrent que la non-prise en compte de la science, je pense au changement climatique et l'énergie, nous ont amenés dans des impasses. Et je pense qu'il faut que l'agriculture se saisisse de cette fenêtre pour remonter au créneau. Moi, je voulais revenir sur ce que disait tout à l'heure Arnaud, quand Arnaud citait l'exemple de mobilisation des acteurs français, instituts, entreprises, recherche publique, autour de nouveaux itinéraires. Il a cité l'exemple du colza. Moi, je vais citer un exemple de la vigne, parce que je pense que notre travail, nous tous autour de cette table, c'est de travailler aussi pour toutes les agricultures, y compris l'agriculture biologique. Et je vais citer un exemple d'itinéraire qui est en cours de travail en ce moment avec la viticulture bio. C'est des exemples d'itinéraires qui permettent de réduire les doses de cuivre. Là, on a parlé tout à l'heure d'enjeux de molécules qui concernent principalement les cultures conventionnelles, mais l'agriculture biologique, elle a aussi ses défis en termes de qualité de l'eau, en termes de protection des utilisateurs, et c'est l'exemple typique du cuivre. Donc là, on a une solution de biocontrôle qui s'appelle Roméo, qui est une paroi de levure qui stimule les défenses naturelles des plantes. Tout à l'heure, Jean-Paul Borde citait ce type de mode d'action. Et on le travaille avec les bio pour leur permettre de réduire les doses de cuivre, et on montre que ça marche. On va jusqu'à la dégustation du vin et on montre qu'on améliore même la qualité du vin. Je vais juste finir sur l'enjeu de la R&D avec une proposition un peu provocatrice. J'ai jamais vu une association écologiste investir dans la R&D. Voilà, je trouve que les propos des associations environnementalistes, c'est finalement très dans l'incantatoire, dans l'explication de ce qu'on devrait faire, nous, au monde agricole, mais je n'ai jamais vu une association, avec même celles qui ont les plus gros budgets, WWF, Greenpeace, finalement investir dans la R&D pour mettre en place ce qu'ils ont en tête. C'est le paradoxe. Et je trouve aussi paradoxal que quand le gouvernement français ou même, je pense, la Commission européenne travaille sur un plan d'action, alors on peut l'appeler Ecophyto, Farm to Fork, et finalement, ils mettent autour de la table tous les acteurs, alors qu'ils devraient plutôt favoriser les acteurs qui sont dans l'action, les acteurs qui sont dans la construction d'itinéraires, les actions qui sont dans la R&D. Et donc moi, mon message, c'est de dire, cette troisième voie dont Arnaud Rousseau parlait tout à l'heure, elle nécessite effectivement un pacte pour se fixer des objectifs clairs, des objectifs de résultats et pas d'objectifs de moyens,
et en mettant autour de la table les acteurs qui sont dans le concret, les acteurs qui sont dans la R&D, les acteurs de la R&D publique, les acteurs de la R&D privée, les instituts techniques. Et finalement, les associations écologistes, elles seront juste dans un cercle à côté, comité de parties prenantes. Mais elles ne peuvent pas être dans ce tour de table des acteurs de la R&D. Quelle est leur compétence? Aucune. Elles doivent juste être là, effectivement, que la feuille de route des acteurs de la R&D remplit bien le cahier des charges et les objectifs fixés. Et donc, moi, ma proposition, c'est que plutôt que de faire des grandes messes comme on a vu autour du climat, on mette autour de la table les acteurs de la R&D et qu'on discute objectifs, science et calendrier d'innovation. Et là, on arrivera à des choses concrètes. Alors, il faudrait rendre effectivement aux ingénieurs le monopole, aux ingénieurs, aux scientifiques, le monopole de la science, à charge éventuellement ensuite pour les parties prenantes d'en discuter et de l'arbitrer. C'est dans ce sens qu'il faudrait faire les choses. Mais en effet, on peut avoir un peu le sentiment aujourd'hui que la science se décide, la vérité scientifique se décide au suffrage universel, ce qui évidemment n'est pas le cas, n'est pas possible. Il y a une petite remarque là qui est de dire est-ce que le futur ministre en charge de l'écologie ne devrait pas avoir un minimum ou beaucoup de formation scientifique? On sait qu'on a aujourd'hui un ministre de l'Agriculture qui est compétent, qui a une vraie formation. Bon, j'espère que le prochain… C'est le quatrième du mandat, mais il a une vraie compétence, notamment scientifique. Oui. Et donc, c'est son métier. Absolument. Et donc ça, c'était quand même très agréable pendant les années où il a été ministre. C'est-à-dire la discussion était possible. Ce qui était dommage, c'est que dans l'ordre protocolaire, il était 16e, alors que la ministre de l'écologie, qui, elle, n'a aucune compétence scientifique, était numéro 2. Mais pour le reste, on a vraiment un ministre qui était à l'écoute et qui connaissait ces sujets. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a fait beaucoup de tort à tout ça, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Quand Jacques Chirac a introduit le principe de précaution dans la Constitution, l'esprit, c'était quand on ne sait pas, on cherche plus. Mais c'est devenu, quand on ne sait pas, on arrête de chercher. Et donc ça a été terrible pour la recherche et parce que nos parlementaires ont décidé d'arrêter de chercher dans un certain nombre de sujets. Et puis, on a sabordé un certain nombre de sujets et de compétences dans lesquels on était, encore une fois, très en avance sur le reste du monde. Je pense que il y a un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, qui a été abordé un petit peu au sujet de la pulvérisation, c'est l'agriculture de précision. Parce que imaginez qu'avec des drones, si je reviens à mon métier qui est la viticulture, on puisse passer, et ça existe aujourd'hui, il y a des entreprises qui le font comme Chouette, on passe avec des drones au-dessus des vignes et on fait une cartographie des endroits où il y a des foyers de mildiou et d'oïdium, et que derrière cette cartographie, on puisse la mettre dans un pulvérisateur et que quand on va passer les produits phytosanitaires de protection, on puisse mettre des doses plus importantes là où il y a les foyers et moins importantes là où il y en a moins. Et là, dès qu'on fait des calculs, dès qu'on fait des simulations, on est à moins 50, moins 60, moins 70%. Donc, tout ça est très intéressant. Le biocontrôle, ça marche. Et il n'y a pas que les viticulteurs bio qui utilisent le biocontrôle. Nous, on utilise des argiles, par exemple, pour dissuader les cicadelles de venir abîmer nos vignes et ça marche très, très bien. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Puis, je pense que politiquement, il y a vraiment une loi qui serait intéressante de faire passer, c'est que l'interdiction d'usage s'accompagne d'une interdiction d'importation pour que les hommes politiques, les femmes politiques prennent leurs responsabilités. Parce que c'est un peu facile d'interdire quelque part si on sait qu'on a une solution d'importation derrière. La semaine dernière, le ministre de l'Agriculture a pris un arrêté pour interdire l'importation des viandes contenant des antibiotiques de croissance. Il faut savoir que les antibiotiques de croissance sont interdits d'usage en Europe depuis 2006. Il a donc fallu attendre 2022 pour interdire un usage à l'importation, une antibiotique qui était interdite à l'usage depuis 2006. Et ça, c'est scandaleux, si vous voulez, puisque ça met les agriculteurs français dans tous les domaines dans une concurrence déloyale. Or, la concurrence libre et non faussée, c'est une des devises de la communauté européenne. Oui, c'est présumé être une devise, oui. De la Commission européenne et de l'esprit de l'Europe. Oui. Alors, la concurrence libre et non faussée, pour un économiste, c'est un concept extrêmement théorique. Ça ne sort jamais des livres. Pour un agriculteur aussi. Oui, ça ne sort jamais des livres d'économie, mais c'est quand même une belle idée. C'est quand même une très belle idée. On approche de l'été, Jocelyne Saint-Raymond, porte-parole du collectif Sauvons les fruits et légumes de France. Est-ce
est-ce qu'on est confronté en France à une décroissance des surfaces fruits et légumes? Ou est-ce qu'on aura, tiens, je sais pas moi, des cerises, des abricots, des pêches, des brugnons, des fruits et légumes d'été français dans nos étals? Alors, on aura bien entendu des fruits et légumes français dans nos étals, mais oui, on est confronté à une décroissance régulière des surfaces de production en France, justement par perte de compétitivité. Et sur ce que vient de dire Yves de Damécourt, aujourd'hui, la question des usages en Europe, elle est extrêmement différente d'un pays à l'autre, puisque chaque pays homologue un produit phytosanitaire pour des usages spécifiques. Et la concurrence intra-européenne sur ces sujets-là, elle est déjà relativement importante. Et dans le fruit et légumes, on a aussi une particularité qui est le besoin de main-d'œuvre extrêmement important, qui amène une différence de compétitivité majeure. Mais aujourd'hui, nous tentons de maintenir une production nationale majoritaire, mais il faut savoir que l'importation est devenue majoritaire dans la consommation de fruits et légumes en France. Et c'est une courbe qui ne cesse de se dégrader, même si elle se dégrade peut-être un petit peu moins vite qu'à un certain moment. Il y a un dernier sujet, par contre, qu'on n'a pas abordé et qui me semble extrêmement important à avoir en tête. On a beaucoup parlé de science, on a parlé d'innovation, on a parlé d'investissement dans l'innovation, on a très peu parlé de juridique. Et aujourd'hui, malheureusement, on assiste à une judiciarisation des questions autour des usages phytosanitaires pour les producteurs. Et il y a une forme de présomption de culpabilité permanente, entretenue d'ailleurs par les ONG, qui font que les producteurs sont en risque. Et j'en sais quelque chose, puisqu'on a encore très récemment là, des producteurs de pommes qui ont été contrôlés, qui ont été mis en garde à vue, puis condamnés, avec des condamnations extrêmement lourdes. C'est une loi qui est passée un peu inaperçue, mais la ministre de l'Environnement a tenu justement à judiciariser les affaires environnementales. La loi du 24 décembre 2020 qui est rentrée en vigueur le 1er avril, donc le gouvernement a de l'humour, hein, puisque voter une loi un 24 décembre au soir et puis la faire rentrer en vigueur le 1er avril, c'est, je pense, un petit clin d'œil assez rigolo. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on a des tribunaux à compétences environnementales qui ont la liberté d'aller consulter des spécialistes, sauf qu'il se trouve qu'un certain nombre de juges dans ces tribunaux sont des militants et qu'ils vont chercher des spécialistes scientifiques qui sont eux-mêmes des militants, suffisamment militants pour avoir été licenciés ou être partie d'organismes publics qui ne pouvaient pas accepter de garder des scientifiques dans ces rangs. Et donc, alors, c'est très compliqué à déconstruire parce que une information choc, ils savent parfaitement le faire, hein. Ces groupes d'influence, une information choc et l'attention de l'opinion est attirée. Ça laisse une empreinte, si je puis dire, hein, dans l'imaginaire collectif. Et ensuite, quand la vérité scientifique est dite, d'ailleurs, la vérité scientifique, souvent, c'est complexe. Le mensonge a ceci d'efficace, c'est qu'il est simple. Et quand derrière la vérité, dans toute sa complexité, apparaît et qu'elle est partagée sur la place publique, d'abord, l'attention de l'opinion s'est détournée, c'est le premier point. Puis, deuxième élément, c'est compliqué de convaincre. Enfin, moi, c'est une des problématiques à laquelle je suis confronté pour des sujets beaucoup moins compliqués que les vôtres, mais l'économie reste un sujet un peu technique. C'est aujourd'hui dire simplement des choses de plus en plus complexes. Essayer d'expliquer simplement des choses de plus en plus complexes. Je vais vous donner la parole à chacun pour Pascal, je voulais juste finir sur ce point-là et peut-être refaire le lien avec les autres sujets parce qu'il est peut-être moins évident sur la partie juridique. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a la nécessité de sortir de la dichotomie bio-non bio et de cette opposition. On a la nécessité de revenir aux faits scientifiques et d'avoir justement la capacité à regarder sereinement une troisième voie qui utilise les acquis scientifiques de l'agriculture biologique, de l'agriculture conventionnelle, l'innovation, de la génétique et ainsi de suite. Mais on a aussi la nécessité d'aborder ça très sereinement sur les questions juridiques, puisqu'aujourd'hui, entraîner le monde agricole dans la judiciarisation de ces dossiers-là et avec une présomption de culpabilité quasi permanente entretenue par les ONG et certains médias, c'est une situation, finalement, quand on met les quatre éléments en parallèle, en termes
d'avenir pour l'agriculture française, il y a vraiment quelque chose à revoir. Et donc, il faut se mettre autour de la table. Arnaud Rousseau l'a dit tout à l'heure, on peut se lamenter, mais on peut surtout se mettre au travail pour savoir qu'est-ce qui nous manque pour être là demain, produire efficacement, assurer l'autonomie alimentaire du pays et susciter des vocations chez les jeunes, que ce soit en production, en innovation, en recherche, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Je pense que le contexte international doit nous inciter à ça. Alors, le petit groupe de réflexion, oui à l'innovation, vous suggère 3 pistes, 3 propositions qui ressortent de ces échanges et qui sont d'ailleurs un peu le cœur battant de nos différentes initiatives. Premier point, puis je vous laisse conclure chacun, 1 minute par exemple. Alors, pas d'annonce de réduction de produits sans une compréhension des innovations qui vont permettre cette réduction, des éléments de substitution. Donc, il faut écrire, ce qu'on dit au fond, c'est qu'il faut écrire une feuille de route de l'innovation. Deuxième élément, les objectifs de réduction des produits phytopharmaceutiques doivent être liés aussi, aujourd'hui plus que jamais, à des objectifs de production. Il ne faudrait pas se retrouver dans une situation où on aurait finalement la double peine, c'est-à-dire qu'on aurait éteint des filières de production en France et puis on serait dépendant de produits qui viendraient de l'étranger, de l'extérieur, qui seraient de mauvaise qualité, et donc pas d'interdiction sans alternative. Pour démarrer donc ce tour de table, pour terminer, on va reprendre l'ordre de départ. Jean-Paul Bord, directeur général de l'ACTA, Institut technique agricole. Les instituts. Oui, merci pour ces propositions. Moi, je les achète toutes les 3. Et si je devais conclure, je dirais que voilà, on est dans une situation extrêmement complexe et la clé du succès, elle est dans notre capacité. Il y a 2 choses. Capacité à anticiper, et il faut aller de plus en plus vite. Et ça, il faut bien comprendre que nous sommes dans un univers temporel qui s'accélère. Le changement climatique n'en est qu'un exemple. Et la deuxième chose, c'est que si on veut changer, il faut d'abord innover. Voilà. Et donc, il faut d'abord, je n'ai pas compris. Il faut d'abord innover. Innover, pardon. Oui. Le changement est lié à notre capacité à innover. Si on n'innove pas, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourra changer, sinon on l'aurait déjà fait. Voilà. Arnaud Rousseau, président de la Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux. Oui, moi je suis évidemment un fervent supporter de cette capacité à se projeter et moi je retiens que, encore une fois, il faut qu'on discute de la bonne échelle et du bon timing et de la capacité à faire consensus sur un certain nombre de points. Sinon, on s'usera dans des querelles picrocolines sur qui fait quoi. Moi, je suis un fervent supporter de l'esprit de manœuvre et du fait de sortir de la citadelle assiégée dans laquelle parfois on veut enfermer l'agriculture, pour dire en quoi, et peut-être que le contexte nous y aide, produire demain pour répondre au challenge à la fois de nourrir la planète, de relever les sujets du changement climatique. On n'a pas du tout parlé de carbone, on n'a pas parlé de la grande force des sols. Enfin voilà, on a des atouts dans la main, mais il faut qu'on reprenne l'offensive et il faut surtout qu'on arrive à cranter un certain nombre de sujets. On a parlé du politique, on a parlé du juridique, on a parlé du scientifique. Il faut qu'on repasse ce contrat de confiance parce qu'on a finalement un peu oublié quelle chance on a en France et en Europe. Et peut-être ce qui se passe à quelques kilomètres de chez nous nous rappelle la réalité et ce qu'est finalement le principe de l'histoire avec un grand H, que les 70 ans de paix en Europe ou les 80 ans de paix en Europe nous ont parfois fait un peu oublier. Donc, positif, mais un pesticide, c'est d'abord fait pour tuer la peste. Et donc, c'est plutôt un outil à nous d'y mettre derrière une vision politique pour porter finalement cette forme d'adhésion. C'est vrai. On pourrait dire du bien-être et du confort économique que c'est un peu comme le bonheur. Vous connaissez la formule. On le reconnaît au bruit qu'il fait lorsqu'il s'en va. Et souvent, on ignore qu'il est là. Yves, pour conclure. Oui, moi, je voudrais dire rappeler quelques chiffres. 60% des fruits que l'on consomme en France sont importés, 40% des légumes, 50% de la viande blanche, 25% de la viande rouge. Quand on offre des bouquets, on offrira bientôt des bouquets aux mamans pour la fête des mères, 75% des fleurs coupées sont importées. Donc, on a capacité en France à faire plus et mieux, à condition d'avoir des bonnes décisions, notamment
sur les coûts, notamment sur le coût de la main-d'œuvre pour l'employeur. Voilà, il faut à la fois diminuer le coût de la main-d'œuvre pour l'employeur et augmenter le revenu des gens. Et donc, il y a des solutions pour ça. On en a déjà parlé dans d'autres tables rondes. Mais par contre, la balance commerciale de l'agriculture française est encore bénéficiaire d'une dizaine de milliards d'euros grâce aux céréales et grâce aux vins et spiritueux. Oui, mais les économistes nous disent que ça ne va pas durer, que la balance risque bien de devenir équilibrée dans quelques années, voire déficitaire. Or, le déficit de la balance commerciale aujourd'hui de la France, c'est un sujet majeur. C'est entre 80 et 100 milliards selon les années. Voilà. Donc, il y a un enjeu agricole qui est de produire plus pour notre souveraineté alimentaire et d'exporter plus. Et donc, on peut faire tout ça. Mais pour faire tout ça, il faut produire le maximum que l'on peut produire sur nos terres arables. Et donc, il y a des solutions. Et les solutions, elles sont dans tous les progrès qu'on a évoqués, tous les axes de recherche. Et puis, il y a un enjeu qui est énorme, c'est qu'en fait, on peut très bien aussi augmenter la qualité de nos sols en augmentant la matière organique dans les sols. Et il se trouve que la matière organique dans les sols, c'est du CO2 de l'atmosphère qu'on a fixé dans les sols. Et donc, tout ça est compatible avec notre action sur le changement climatique. Avec les agriculteurs, d'une part, et les forestiers, d'autre part, on peut agir sur le climat et de manière très efficace et sans rentrer dans une logique farm to fork de décroissance, de dénatalité que proposent certains écologistes les plus radicaux. Voilà. Donc, c'est ça l'enjeu, c'est remettre l'humain au cœur du dispositif, refuser les autres utopies et puis foncer avec des objectifs clairs. Jocelyn, 1 minute. Je vais faire très court puisque je vais reprendre ce qu'a dit Yves Damécourt, qui est à mon sens une absolue nécessité. Il faut arrêter d'opposer écologie et croissance. Et aujourd'hui, il faut accepter de développer en France un modèle écologique, productif, et avoir une ambition d'exportation de l'agroécologie française, y compris au travers des aliments. Et je pense que c'est très simple, mais la synthèse est là. Voilà. Alors, pardon aussi pour un point de détail qui n'en est pas un d'ailleurs au passage, c'est que sur le chat, là, les identités étaient un peu mélangées. J'ai ce message, je vais passer la parole à Jean-Marc Pétat, mais ce message que je partage de Christian Lévesque, je l'ai même écrit récemment dans un ouvrage sur la thèse de la naturalité, la nature qui serait par, construction bonne et protectrice. Alors, il dit, c'est une vision mystico-romantique de la nature. Le ministère de l'écologie est gouverné par les ONG, les médias, qui se font le relais d'une pauvre nature assiégée, passant sous silence que la nature nous est aussi hostile. Il a 1000 fois raison en termes anthropologiques. C'est que l'homme était probablement la créature la plus faible et la plus menacée par la nature. La nature a quelque chose de terrible que partie de l'opinion et de ces mouvements devrait condamner, c'est que la nature organise la concurrence entre les forts et les faibles et qu'à la fin, c'est toujours les forts qui gagnent. Alors Jean-Marc Pétat, 1 minute ou 2 pour conclure. Oui, deux points. Le premier point, c'est sur le fait que la transition agroécologique qui a déjà commencé en France, elle est forcément plus complexe que le monde d'avant. Elle va nécessiter un nouveau mode de fonctionnement entre nous. Et puis, différents types d'innovations. On les a listés tout à l'heure. Je voulais juste rappeler que même si le biocontrôle va se développer, le digital va se développer, la génétique va se développer, nous, on considère qu'en 2030, les produits phytosanitaires, avec des nouveaux profils toujours plus favorables, représenteront encore en France 70% de notre chiffre d'affaires. Voilà, donc ce n'est pas le grand soir où tout d'un coup on va dire ces nouvelles idées vont remplacer les produits phytosanitaires. On en aura encore besoin et forcément on travaille à les substituer quand c'est possible. Ça, c'est mon premier message. Mon deuxième message, c'est pour revenir sur Farm to Fork. Donc on a parlé beaucoup de la France. Je pense qu'effectivement, autour de Farm to Fork, autour de l'Europe, il va y avoir une nécessité d'amener la Commission européenne à réfléchir d'une manière peut-être différente au regard de ce qu'on vient de se dire, la géopolitique, l'enjeu de la sécurité alimentaire, et que Farm to Fork finalement ne reproduise pas les erreurs d'éco-phyto en France et du plan de réduction des phytos au Danemark, en fixant des objectifs sans se préoccuper des résultats. Voilà, on l'a bien vu, les premières études d'impact qui ont été menées
montre un impact très négatif sur les productions agricoles européennes et françaises. Voilà, ça c'est pas possible. Et donc, il est clair que la Commission européenne va devoir rapprocher, on va dire, ses ambitions de cette feuille de route innovation dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui est dans les cartons? Qu'est-ce qui vraiment va sortir dans les années qui viennent? Parce que c'est les innovations qui vont permettre la réussite, c'est ce que disait Jean-Paul, la réussite du plan d'action Farm to Fork ou pas, et pas l'inverse. Et donc voilà, donc il y a nécessité de mettre autour de la table les acteurs de l'innovation pour que les acteurs de l'innovation, publics ou privés, voilà, disent ce qu'il est possible de faire ou pas faire, et donc ne pas se tromper de partenaires. Les partenaires de Farm to Fork, ce sont les acteurs de l'innovation et les agriculteurs. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Born, directeur général ACTA, les instituts techniques agricoles, Arnaud Rousseau, président de la Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux, Yves Damécourt, viticulteur en Guyenne, alors, dans le département de la Gironde et dans la Dordogne. Merci à Jocelyn de Saint-Raymond, porte-parole du collectif Sauvons les fruits et légumes de France, et à Jean-Marc Petat de la division Agro BASF France. Merci, c'était passionnant. On a eu beaucoup de petites réactions. Je ne les ai pas toutes lues, mais toutes sont enthousiastes et vous remercie les uns et les autres pour la qualité des échanges. Ces internautes indiquent avoir appris des choses au cours de cet entretien. C'était un peu l'objectif. Merci beaucoup et à bientôt. Consultez régulièrement le site de Oui à l'innovation. Sur Oui à l'innovation, vous avez des points de vue qui sont parfois les miens, parfois les points de vue de confrères, de collègues, etc., sur tous les sujets qui font l'innovation en France. Merci et bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.